Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On va commencer par une évidence. Cette évidence, c'est que plus nous avançons dans le temps, plus il y a quelque chose d'assez flagrant qui ne peut être occulté sur le fait que nous sommes en face d'un phénomène comme jamais on en a vu dans toute l'histoire de la République. Un candidat président qui n'en est pas encore un, voire apparaître cette définition du candidat non prononcé, ou pas encore prononcé. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de ce mouvement avec vous. Encore ce week-end, on a pu constater une omniprésence de tractage dans la rue, de la part de militants, dont d'ailleurs on est assez surpris de voir qu'il n'y a pas beaucoup de diversité dans ces groupes militantistes. On a vu Édouard Philippe qui soutenait mordicus son candidat, qui n'est pas encore candidat, même s'il n'est pas prononcé. Il est une évidence qu'il sera candidat à sa propre succession. Et nous avons eu même un forum, une sorte de débat, qui n'est pas un débat, mais qu'un échange entre différentes personnalités sur l'avenir, sur les projets, sur des réformes qui n'ont pas pu être faites et qui forcément doivent être faites. Donc pour qu'elles soient faites, il faut que Macron reste en place, il faut que Macron soit adoubé par le peuple 50+. Donc force est de constater que tous ces éléments ressemblent un peu évidemment à d'autres, comme Zemmour par exemple, qui pendant des mois a laissé planer le fait que peut-être il serait candidat, mais qu'il se réservait le droit de réfléchir et de le dire au moment opportun. Sauf que derrière, évidemment, on a vu des groupes, des jeunes former une sorte de mouvement de soutien d'Éric Zemmour, etc. Donc forcément, tout ça n'est pas anodin, n'est pas hasardeux. Eh bien, semble constater que Macron fait exactement la même chose. C'est que le militantisme, la campagne, ne se fait pas officiellement, que ce soit en tant que président. Donc, parfois, on se demande avec quels fonds, si ce n'est pas les fonds du contribuable qui servent à faire sa petite campagne sans en être une, officiellement, puisqu'il n'est pas candidat pour l'instant. Et de l'autre, d'avoir des mouvements qui se créent pour se substituer au Parti En Marche. Le Parti En Marche qui évidemment dit « nous souhaitons, nous voudrions, nous attendons », alors que ce fameux mouvement avec vous, lui, très clairement, fait la promotion de Macron en tant que candidat. Sauf que, quand on regarde un petit peu ces meetings, ces personnalités, etc., moi, il y a quelque chose qui ressort et qui m'inquiète. C'est-à-dire que ces gens, et même Attal, récemment, encore tenu un propos, on a envie de se dire, tiens, lui, il veut rester, il essaie de garder sa place au gouvernement en prétendant que la majorité des Français soutiennent Macron. C'est que j'ai l'impression qu'en réalité, un certain nombre de gens, alors pas tous, mais un certain nombre de gens qui promuent aujourd'hui la possibilité que Macron soit candidat à sa propre succession, j'ai l'impression qu'ils sont dans cet état d'esprit comme si tout était déjà écrit d'avance. C'est-à-dire que le scénario est établi, il a été validé, il a été signé, et que nous sommes les dindons de la farce d'une pseudo-foire, d'une pseudo-comédie de campagne présidentielle, alors qu'en réalité, eh bien, tout est déjà écrit d'avance. Et ils savent que Macron va être réélu. Ce qui me conforte finalement dans cette idée que j'avais depuis l'année dernière, avant même que Zemmour se proclame candidat. Souvenez-vous, j'avais dit
il me semble que nous allons vers un scénario où ils vont refaire la même stratégie que 2017, sauf que ils hésitent peut-être à mettre Marine Le Pen au deuxième tour parce qu'ils ont peut-être peur que ça risque de déraper et qu'elle pourrait éventuellement être élue. Et puis très franchement, remettre Marine Le Pen au deuxième tour pour refaire le même scénario qu'en 2017, c'est un peu trop gros. Donc il faut quelqu'un d'autre, il faut un prête-nom. Et il faut quelqu'un qui attise les haines, qui attise les colères, qui attise les divergences. Et le fait, pour moi, à l'époque, c'est que, en effet, Éric Zemmour, nonobstant le fait qu'il soulève en effet des sujets de fond, eh bien, force est de constater que, aujourd'hui, Éric Zemmour est le candidat le plus adéquat, le plus parfait qui soit, pour attirer les colères, les haines, les dissensions, et de le mettre finalement au deuxième tour, face à Macron, et évidemment, par la force des choses, on va refaire le même scénario qu'en 2017, c'est-à-dire qu'on va pousser les gens à voter contre Zemmour et non pas pour Macron. Car, soyons honnêtes, Macron a été élu en 2017 en grande partie par des gens qui ont voté contre Marine Le Pen et non pas pour Zemmour. Milgram, vous vous souvenez, c'est ce psychologue qui avait fait cette fameuse expérience, disait que d'après ses études et ses analyses, lui, il était convaincu que 80% d'une population sera toujours conciliante, complaisante à suivre une norme, et que finalement, dans une population, il n'y a que 20% des citoyens d'un peuple, d'un pays, qui pourraient éventuellement être source de résistance. C'est-à-dire que, selon lui, finalement, il ne fait que confirmer ce que l'on a pu voir dans l'histoire, c'est que toute révolution, toute résistance émane toujours d'une minorité, même infime minorité d'individus, mais structurés, mais idéologiquement stabilisés, organisés, structurés, avec une logistique tant matérielle qu'idéologique, non sans mal parfois, parce que évidemment, parmi les 20%, il y a toujours des gens plus ou moins politisés, qui vont essayer de glorifier leurs idéologies politiques comme étant celle qui va amener la révolution, celle qui va sauver le pays du joug et de la tyrannie. Souvenons-nous, pour ceux qui l'ignoraient, que la résistance française au début de l'occupation n'était pas très cohérente, n'était pas une unité, une entité unique, c'était différents groupes politisés. Nous avions des unités, nous avions des résistants souverainistes, populistes, nous avions des résistants communistes, qui d'ailleurs ne s'entendaient pas du tout, et que ça a été un énorme travail de médiation par l'intermédiaire d'un certain nombre d'individus, dont Jean Moulin, pour essayer d'unifier l'ensemble de ces groupes au-delà de leurs conflits, de leurs divergences idéologiques. Donc vous voyez, ça n'a pas été simple. Hein. C'est-à-dire que même les résistants n'étaient pas tous résistants dans le même calibre, dans la même idéologie. Il a fallu rassembler un petit peu les unités pour faire une cohésion, une cohérence, et préparer évidemment l'avènement de la libération par l'arrivée du débarquement du 6 juin 1944. Mais ceux qui ont lu un petit peu l'histoire le savent, c'est qu'à la fin enfin pas tout du moins à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais une fois que la France a été libérée, les querelles ont repris de plus belle. La preuve en est, c'est que le fameux texte de la Convention de la Résistance, ou quelque chose comme ça, est énormément influencé par des idéologies plutôt de gauche, plutôt communistes, puisque les communistes ont été quand même, admettons-le, les plus organisés au départ, au détriment des autres, qui eux par la suite ont évidemment trouvé des soutiens de par la présence de Gaulle à Londres pour pouvoir fournir à la fois en logistique, en matériel, en soutien, en aide, en conseil, pour pouvoir œuvrer de façon efficace. Et dont d'ailleurs le général de Gaulle
a finalement quitté ses fonctions parce que justement les dissensions politiques et idéologiques ressurgissaient dans le paysage politique français et ça devenait quasiment ingérable, surtout avec le principe de la 4ème République. D'où la raison pour laquelle, lorsque De Gaulle est revenu au pouvoir, il a décidé en 58 de faire la 5e République, parce que entre 45 ou 49 jusqu'en 58, il faut savoir qu'on a quand même, je crois, eu avec la 4ème République, ou tout du moins sa constitution, je rappelle, en 4ème République, il n'y avait pas de Premier ministre, c'était le premier conseil, ou le premier consul, je ne sais plus, ou je ne sais plus le titre qui était attribué à cette époque, mais on a quand même eu, par des divergences, par des déséquilibres du fait de Parlement, 25 gouvernements. Tout le moins plus d'une vingtaine de gouvernements. Donc, si vous voulez, le pays est ingérable. On ne peut pas avancer dans ces conditions-là. Donc, tout ça pour vous dire que si Macron est réélu, va-t-il y avoir une résistance? Et si résistance il y a, forcément, elle sera une résistance d'une minorité de gens. Une minorité de gens, évidemment, sur lequel certains vont s'appuyer, comme ils sont d'ailleurs appuyés sur les manifestants gilets jaunes, comme sur les manifestants anti-pass, en disant, oui, enfin, c'est même que ce soit 150, 200 000 ou 250 ou 500 000 manifestants, ils ne représentent pas la population, ils ne représentent pas la France. C'est une poignée, comme d'ailleurs le même discours d'ailleurs qu'adopte actuellement Justin Trudeau vis-à-vis des manifestations et des convois à Ottawa, Québec actuellement, et le prochain, je crois, le 12 ou 14 février, est prévu à Toronto. Sauf que ces gens-là, on peut très bien leur rétorquer, mais ils disent, mais attendez, regardez, la Révolution française est née d'une poignée d'individus. C'est pas la moitié du peuple français qui s'est mis à faire la Révolution du jour au lendemain. La Révolution, la base de la Révolution, a été fomentée par une minorité d'individus. Alors après, ça fait boule de neige, évidemment, dans le pays. Mais... Et c'est ça, justement, c'est ce qu'ils ont peur. Que tout d'un coup, vous compreniez que tous phénomènes qui ont changé à un moment la destinée d'un pays ont toujours été le fait d'une minorité d'individus. Logique. Et du fait de l'action d'une minorité d'individus, selon le succès, suivant la légitimité, suivant la logique, suivant le soutien, suivant la compréhension, suivant la compatissance du peuple dans son nombre à l'action elle-même, eh bien, effet boule de neige, effet domino, tout d'un coup vous allez avoir l'émergence d'un plus grand nombre de Français, d'un plus grand nombre de gens qui vont soutenir l'action en cours. Gilets jaunes. Quoi que les médias ont pu en dire, quoi qu'on ait pu balancer sur leur tronche, en insultes, en étiquettes, en approximations, etc., à un moment donné, les médias se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce que de plus en plus de Français soutenaient l'action des Gilets jaunes. Parce que les revendications des Gilets jaunes, d'une façon globale, étaient légitimes, reconnues, et adoubées par une grande partie de la population française. Donc là, alors en plus, l'incompétence de l'autorité d'avoir essayé d'appliquer sur eux la stratégie de la terreur, c'est-à-dire en faisant en effet de l'action violente par le biais des CRS, des gardes mobiles, etc., pour essayer de faire peur et inciter finalement les manifestants bien ne plus manifester et rester chez eux. Bon, pareil, hein, ça a eu son impact quand même, mais les Gilets jaunes sont toujours là. Après, pour ce qui concerne l'efficacité, ça c'est une autre question. Donc tout ça pour vous dire, je pense que vous devriez déjà vous préparer psychologiquement à re-signer pour 5 ans de Macron. 5 ans de Macron parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre issue que de voir en effet Macron être réélu sur le même modèle, sur la même stratégie, de l'usage de la peur, de la terreur, des idiots utiles, des naïfs. Prenez les sondages, quelle que soit la valeur qu'ils ont,
faites le cumul tout simplement de tous les partis de gauche, prenez 70% des partis de gauche, remettez-les sur Macron, prenez tout ce qui est Modem, UDI, prenez 80-70% des Républicains, mettez tout ça sur Macron et vous verrez que vous atteindrez 60% pour le deuxième tour. Parce que Zemmour, même s'il y a un report de voix de la part du Rassemblement National, ou même des Patriotes, ou de Bout la France, ou même l'UPR, ou même 20 ou 30% de Républicains, ça fera pas le taf. Zemmour n'a aucune chance de remporter le second tour. Alors, à moins d'un bouleversement, ou à moins que, finalement, on a peut-être sous-estimé la réputation, sous-estimé l'efficacité de la campagne de Zemmour. Parce qu'encore une fois, tous les outils aujourd'hui d'analyse qu'on a sont des outils qui sont haut perchés dans la collusion médiatique, et en règle générale, c'est des commandes dont les résultats doivent obligatoirement mettre en tout et pour tout Macron en tête, et après jongler entre Zemmour, Pécresse, etc. Mais voilà, ne soyez pas surpris que des gens que vous voyez actuellement sur les plateaux télé, alors que ce soit des républicains ou même des socialistes, qui vont en balancer plein la gueule à Zemmour, tout autant sur la tête à Macron. Je vous rappelle que des gens comme Attal, comme Le Maire, même Édouard Philippe en son temps, n'avaient pas été tendres avec Emmanuel Macron. Ils avaient été très critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et arrivés là, ils sont arrivés au gouvernement. Donc vous voyez, alors ça, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont tiré la leçon de ça, et qui se disent, tous ces gens-là qu'on est en train de voir sur les plateaux de télé, déblatérer leurs conneries, leurs propos, leurs insultes, leurs étiquetages, leurs approximations, pour caresser dans le sens du poil les uns et critiquer les autres, alors qu'une fois que l'élection sera terminée, tout d'un coup on va les retrouver dans le gouvernement de l'autre qu'ils ont justement critiqué. Le problème, c'est que ces Français-là, j'ai envie de dire, si ça se trouve, ça va être de l'abstention. Parce que honnêtement, quand on est un tant soit peu honnête avec soi-même, je pense qu'on est actuellement dans une situation où si on n'a pas envie de voter pour Zemmour ou Le Pen, et qu'on a encore moins envie de voter pour Macron, le second tour, ça pareil, ça va être le problème de l'abstention. Ça va être le gros problème, parce que déjà, en 2017, on avait constaté que si on prenait non pas les inscrits sur les listes électorales, mais plus ou moins le nombre de Français qui étaient en âge et en capacité de voter, avait été élu qu'avec 16% des voix du peuple. Mais le système démocratique français est ainsi fait que même si vous avez 59 millions de Français inscrits sur les listes, et que vous en avez que 5 qui votent, ça passe. On comprend pourquoi Asselineau est quasiment invisible pour le grand public, parce que lui, il le dit justement, il l'expose. Et même dans son projet politique, il a une réforme qui imposerait le principe du quorum. Le principe que si on n'atteint pas 50 plus 1% de participation dans une élection, l'élection est invalidée. Lui, il va même encore plus loin, c'est que il propose même que les candidats qui font échouer une élection présidentielle, c'est qu'ils font échouer le fait que de mener plus de la moitié des électeurs à voter, ne pourraient pas se représenter à une réélection, une réorganisation d'élections ultérieures. Donc, on comprend pourquoi que Asselineau, il ne faut absolument pas qu'il ait une couverture médiatique suffisante pour pouvoir proposer ses idées. Parce que, vu la circonstance et vu la situation, je pense qu'il y aura peut-être certainement plus de gens qui seraient d'accord avec lui que ne l'étaient en 2017. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, préparez-vous. Préparez-vous psychologiquement parce que je pense que la douche va être froide. Je dirais même, elle va être glaciale. Et bien évidemment, un Macron réélu pour 5 ans, ça va être les retraites,
ça va être la santé, ça va être l'éducation, ça va être la souveraineté même du pays qui va en prendre plein la gueule. Parce que vu l'état dans lequel se trouve l'Union européenne, croyez bien que le processus d'accélération de destruction de l'État-nation pour rendre les États dépendants de l'Union européenne en tout et pour tout va s'accélérer. On le voit en Italie. En Italie, Draghi, plus personne ne le tient. Donc, ça devient... il y a péril en la demeure. Comme disait Jacques Chirac, la maison brûle. Sauf que... Est-ce qu'il va y avoir un sursaut? Un sursaut qui pourrait faire en sorte... Et là, j'en viens donc au deuxième scénario, parce qu'évidemment, le premier scénario, c'est soit Le Pen ou Zemmour face à Macron. Mais il peut y avoir, en effet, la surprise. Alors, peut-être une bonne surprise pour les uns, une mauvaise pour les autres. C'est de voir le deuxième tour entre Zemmour et Le Pen. Sauf que là, d'une observation assez globale, d'une vision de hauteur sur ce qui se dit, ce qui s'entend, même si on a de plus en plus de gens qui sont, je dirais pas radicalement, mais je dirais que je les comparerais peut-être à ces Américains qui finalement ont voté Trump, non pas parce que c'est Trump, mais parce que Trump n'est pas un politicien. Et je pense qu'en France, que ce soit les macronistes ou même les républicains, etc., je pense qu'ils sont conscients et ils ont peur de ça. Ils ont peur de ne pas réussir à garader une partie de la population française dans le carquois traditionnel de l'homme politique, et finalement les pousser vers une alternative comme jamais on en a vu en France, parce que je rappelle, c'est la première fois qu'en France, on a un candidat avec un tel niveau comment on appelle ça, d'intention de vote, qui n'a jamais été aux affaires, qui n'a jamais été élu, qui n'est même pas à l'origine un politicien. C'est la première fois, de mémoire. Bon, évidemment, il y en a certains qui vont me sortir, oui, mais regardez, la dernière fois, il y avait bien Francis Lalanne, et pourtant, c'est pas un politicien. Oui, mais c'est des petits candidats. C'est des candidats qui, finalement, n'ont jamais atteint les 500 signatures, comme actuellement, il y en a. Il y a plein de petits candidats dont on n'imagine même pas l'existence. Si quand même, dans les sondages, on trouve quand même le moyen de mettre la candidate pour celle qui défend la condition animale. On lui donne 0,5% d'intention de vote. Par contre, Philippot, Asselineau, qui quand même atteignent les 1,5% suivant d'autres sondages, etc., n'existent pas dans ces sondages. Là, Zemmour-Le Pen, je n'ose même pas imaginer la période d'entre-deux tours, parce que je crois que c'est 2 semaines entre les 2 tours. Alors là, ça va être le feu. Il y en a, là, ils sont capables de foutre le bordel dans Paris, limite insurrectionnel. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible d'avoir l'extrême droite se partager le deuxième tour. C'est la fin de la démocratie. La France est sous la menace. Nous devons sauver la France. Oui, mais attendez, le problème c'est que c'est quand même une élection. Mais bon, ceci dit, ça n'en dérange pas certains. On voit bien aujourd'hui, certains ont même des propos, on a envie de leur dire, mais donc vous octroyez le droit par quelle vertu de dire qui a le droit, qui n'a pas le droit. Qui a le droit de citer et qui n'a pas le droit de citer. De bénéficier, au même titre que vous, de la liberté d'opinion, d'expression, de parole, d'idée. Mais non. Et je vais terminer sur cette section-là en quand même lançant un avertissement. Cet avertissement, je l'adresse aux musulmans. J'ai envie de dire aux musulmans français comme étrangers, faites très attention. Faites très attention parce que vous allez être la cible, vous allez être un outil, vous allez être un élément de manipulation pour un projet.
pour un plan. Alors attention, quand je dis ça, ne pensez pas, oui, mais ça on le savait déjà avec Zemmour, on a bien compris que... Non, pas que Zemmour. Macron aussi. Pécresse aussi. Parce qu'attention, il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui que Pécresse a des accointances avec les islamistes, etc. Oui, parce que c'est politique. Mais une fois qu'ils seront élus, ils le savent que de toute façon, s'ils ne veulent pas se retrouver avec une résistance armée, s'ils ne veulent pas se retrouver à avoir des massacres à droite à gauche, alors des massacres évidemment sur des innocents, parce qu'il y a un moment donné où le fait d'avoir des gens se faire massacrer à coups de couteau, des agressions, de la délinquance, donc quand on en est des victimes, etc., excusez-moi du peu, mais une grande majorité, il y a une réalité qu'évidemment ça fait depuis des décennies qu'on la cache. Ça fait des décennies que les médias sont complices pour cacher cette réalité. Et je vous assure que je parle avec expérience sur la question. Il va y avoir un moment où il y a des Français qui vont refuser de tendre la joue gauche. Où il y a des Français qui ne vont pas plus se contenter de laisser faire la justice. Ben non, puisque même la justice, parfois, elle est en collusion. Hein? On a même là apparemment une missive, une directive issue du ministère de la Justice de M. Dupond-Moretti, qui demande à certains tribunaux de ne pas avoir la main lourde, d'essayer d'éviter au mieux l'incarcération, parce que les prisons sont pleines. Là, d'ailleurs, on a même une affaire, là, je ne sais plus dans quel endroit, je ne sais plus si c'est Rennes, Toulouse, Nantes, etc., où un présumé innocent a quand même déjà 38 condamnations sur le dos. Il y a un problème. Je peux vous garantir une chose, aux États-Unis, vous ne verrez jamais, jamais un Américain qui se balade dans la nature avec 38 condamnations sur le dos. Pour ceux qui ont l'intention d'aller en Californie, je vous préviens, en Californie, ils ont un principe. Tu commets 3 délits, et même des petits délits, genre un excès de vitesse, un feu rouge brûlé, ou une détérioration involontaire. 3, la tôle, direct. Pour 6 mois, 1 an. Ça fonctionne comme ça ici. Dans beaucoup d'États d'ailleurs. Tenez-vous le pour dire. Et donc, en effet, scénario Le Pen-Zemmour. Alors, je vous le mets quand même, parce que c'est une probabilité. Même si elle a un pourcentage de réussite, je dirais, qui est très faible. Si vous voulez un pourcentage, je vous dirais qu'à la limite, nous sommes sur un 60% Zemmour-Macron, 30% Le Pen Macron et 10% Zemmour-Le Pen. Voilà les 3 scénarios sur lesquels vous devez vous attendre. Alors attention, ce que je vous dis là, c'est mon analyse personnelle. Après, qu'est-ce qui peut se passer d'ici le premier tour? Je rappelle, on est à 80 jours maintenant, hein, un petit peu moins de 80 jours du premier tour. Est-ce qu'il va y avoir un sursaut quelque part qui pourrait éventuellement mettre Pécresse au second tour? Le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les données officielles, les données publiques qu'on donne à l'opinion sont complètement faussées. Les sondages sont des sondages de commande. Les sondages font apparaître ou disparaître certains candidats, d'autres mettent plus quelqu'un par rapport à l'autre, etc. Mais en règle générale, on se rend compte que Macron est toujours en tête. Donc ça veut dire que sur les 1000 ou 1500 personnes qui sont sondées, on arrive à trouver toujours plus de 20% pour Emmanuel Macron au premier tour. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, si on met de l'importance à certains sondages qui sont faits sur 1000, 1500 ou 2000 personnes,
Donc ça veut dire que les 2000 personnes sont un échantillon suffisant pour faire une démonstration de l'opinion des Français. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en revanche, quand c'est 200 ou 500 000 personnes qui manifestent dans la rue, là, ce n'est pas représentatif de l'opinion des Français. Donc, allez comprendre. Donc voilà, dans l'état actuel de la campagne présidentielle, je pourrais vous parler des autres candidats. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puisque de toute façon, Taubira, Hidalgo, Jadot, qui y a d'autres, je ne sais plus. Oui, bah, il y a aussi Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, etc. Je pense que de toute façon, s'ils arrivent à faire plus de 10%, ils auront déjà beaucoup de chance. Reste Mélenchon. Alors j'ai envie de dire que Mélenchon, à la limite, j'aurais presque envie de dire qu'il est le troisième couteau. Troisième couteau dans l'ordre, c'est-à-dire Macron, Zemmour et Mélenchon. C'est-à-dire que déjà, moi, je mets Le Pen derrière Mélenchon. Sauf que Mélenchon, bah après, c'est une question... C'est toujours une question d'idées, c'est toujours une question d'opinion, c'est toujours une question de positionnement, de statut social. Comme on a vu, les photos des tractages de « Avec vous », je pense qu'on ne se tromperait pas de dire que les gens qui militent pour Macron, ce ne sont pas des gens issus de milieux ouvriers. Ce ne sont pas des salariés payés au SMIC ou travaillent à temps partiel. Ce ne sont pas des gens du bas. C'est souvent des gens qui ont déjà une certaine aisance dans la société. Ce sont des retraités avec des très bonnes rentes, ou ce sont des rentiers, ou ce sont des entrepreneurs ou des comment on appelle ça, des petits patrons de petites entreprises qui marchent plutôt bien, etc. Oui, c'est la classe aisée, ce que j'appellerais, à la limite, on peut commencer déjà à trouver des gens qui sont prêts à voter Macron et qui sont satisfaits de la politique de Macron dans ce qu'on appelle la classe moyenne aisée. Vous savez, c'est cette classe moyenne qui n'est pas encore à un niveau très élevé, mais qui reste, voilà, sont des agents de maîtrise, des cadres, des patrons de petites PME, donc. Mais c'est des gens qui sont déjà, dans leur vie, dépendants du modèle libéral capitaliste. Donc évidemment, si on leur dit d'aller voter Mélenchon, non, ils ne sont pas suicidaires à ce point-là. Je dirais même à la limite, ils ne sont pas philanthropes. Hein, si tant est d'ailleurs qu'on connaisse véritablement la définition de philanthrope. En sachant que généralement, d'un philanthrope, aujourd'hui, ils sont rares ceux qui ont un don de soi avec abnégation financière. En règle générale, il y a toujours un intérêt derrière. D'où la polémique d'ailleurs sur Mediapart. Qu'est-ce que n'a pas dit Darmon dans l'émission de Ruquier contre Mediapart? Alors j'ai envie de dire, à la limite, le problème de Darmon, c'est qu'il y a une ambivalence. C'est que d'un côté, il a raison en soulevant le fait qu'il est étrange quand même que Mediapart s'attaque toujours à des gens, à des moments T, à des instants donnés, et que pourquoi ça n'a pas été balancé avant. D'où viennent les informations? Qui a investigué? Comment? Depuis combien de temps? C'est quand même étrange. En revanche, comme Plenel se vante d'être un média indépendant, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi tu ne mets pas ton indépendance à aller enquêter justement dans des sujets où là, c'est quand même des trucs qui traînent depuis quand même des décennies, où il y a pas mal de malveillance, où il y a pas mal d'horreur. Je pense évidemment à la pédocriminalité, par exemple. Alors c'est évidemment sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui disent « Oui, mais vous croyez qu'on fait du journalisme gratuitement ?» L'air de dire « Bah oui, mais quand même, on n'est pas misogyne, ou on n'est pas...
on n'est pas suicidaire au point de recevoir de l'argent de certaines personnes et de leur tirer dessus ou les poignarder dans le dos sur des sujets d'actualité, des sujets de données, etc. J'ai dit misogyne, mais c'est pas misogyne, je ne sais plus c'est quoi le terme exactement, à moins que ça soit misanthrope. Mais j'ai envie de dire que, oui, en effet, l'existence même de Mediapart passe par des financements. Donc peut-être qu'en effet, quand on a des financements, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la philanthropie, c'est qu'en règle générale, on ne va pas faire un enfant dans le dos envers ceux qui vous donnent de l'argent, qui vous aident, qui vous soutiennent. Même si une part du soutien financier passe par les abonnements, mais je peux vous dire qu'il y a très très peu de médias qui vivent avec la taille qu'a Mediapart, avec uniquement que le prix des abonnements. Mais de toute façon, voilà, moi je vous dis, ma conviction vis-à-vis de Plenel et vis-à-vis de Mediapart, c'est que pour moi c'est une officine officielle qui sert à balancer des informations sur des gens, dont on n'a plus besoin, sur des gens que, tiens, je peux vous donner un exemple, si jamais la haute sphère, les grands pontes qui maîtrisent le monde, etc., décident de vouloir se débarrasser finalement de Macron. C'est-à-dire que Macron, étant devenu un électron libre, a décidé de se représenter, alors qu'en réalité, on lui a dit non, tu ne te représentes pas. Et qu'en réalité, il va se présenter quand même. Eh bien, on utilisera Mediapart pour balancer un scandale qui va forcément l'entacher sévèrement, au point de remettre en question la possibilité, en effet, du fameux scénario où il pourrait éventuellement se faire élire. Voilà, pour moi, ce qu'est Mediapart. Alors, attention, ça ne veut pas dire que Mediapart ne devrait pas exister. Au contraire, c'est une alternative qui permet au moins de lever le voile sur certains scandales, sur certaines malversations, sur certains mouvements de corruption, sur certaines personnalités, etc. Et d'un autre côté, contribue à alimenter, en effet, l'idée que les politiciens, ils sont ce qu'ils sont, ils vivent dans des systèmes qui sont ce qu'ils sont, donc ce ne sont pas des saints. Donc finalement, ce sont des gens qu'on peut très rapidement faire passer à la trappe, suivant ce qu'ils ont pu faire, dire, commettre, à l'insu du peuple, à l'insu même de leur éthique politique. Donc, Darmon n'a pas tort en disant, en soulevant l'idée que c'est quand même bizarre que vous ayez une maîtrise de l'information et que vous utilisez ces informations au bon moment, au bon instant, sur les bonnes personnes. En revanche, ce qui joue un petit peu en contradiction avec Darmon, c'est que Darmon est un des amis de Dupond-Moretti. Et on sait que Dupond-Moretti est un peu bousculé par certaines révélations faites par Mediapart. Donc, en effet, je pense que là, il n'y a pas photo. Donc, on va suivre un peu l'évolution des choses. Donc voilà ce que moi je pense dans l'état de la situation. Je pense que malheureusement, on est en 2/3 de possibilités que Macron se fasse réélire sur un scénario à la 2017 avec non pas Le Pen mais Zemmour. En revanche, pour certains d'entre vous, je vous accorde tout à fait le fait que nous pouvons, comme je l'ai dit au début, toutes les données qui pourraient nous permettre de faire des bonnes analyses sont complètement altérées par des conflits d'intérêts. Donc peut-être que justement, nous n'avons pas une vision, nous n'avons pas une évaluation crédible, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire une analyse, je dirais, crédible, avec des données que nous ignorons. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, quelle est la réelle proportion de soutien de Zemmour? Je rappelle, quand même, on a eu parfois des élections où les sondages ont eu tout faux. Souvenez-vous au régional, ils mettaient quand même les En Marche en bonne position, et finalement les En Marche sont méchamment ratamés.
Souvenez-vous de Nathalie Loiseau. Tiens d'ailleurs, Nathalie Loiseau qui nous en a fait une belle. 26 ans, hein, 26 ans ministère des Affaires étrangères, diplomate. Et aujourd'hui, députée européenne, je crois même affiliée à la commission des affaires étrangères, ou tout comme ça, de l'Union européenne. C'est elle hein, qui avait mené la liste régionale et qui s'est littéralement plantée. C'est elle qui nous a sorti des fois des propos complètement alambiqués. Et là, elle vient de nous déclencher une petite crisounette relationnelle avec la Suisse, en traitant sur le plan diplomatique qu'il ne fallait pas que la France, ou il ne fallait pas qu'on devienne une grosse Suisse molle. Bon, elle s'est excusée quand même. Elle a été, je crois qu'elle est allée sur RTS, Radio-Télévision Suisse, où elle s'est excusée en disant « Oui, mais vous savez, j'ai de la famille en Suisse. » 26 ans. 26 ans dans la diplomatie et députée européenne. Non mais, ça vous prouve le niveau. Et ça confirme bien ce que je dis depuis très longtemps. Destruction de la crédibilité des institutions, eh bien mettez tout simplement des gens incompétents, des arrivistes, des ambitieux, qui vont vous détruire la crédibilité même de l'institution. Jusqu'au jour où l'institution s'effondrera et on la remplacera par quelque chose d'autre. Mais vous inquiétez pas, le remplacement par quelque chose d'autre, on ne vous demandera pas votre avis. Hein? D'ailleurs, on ne vous a pas demandé votre avis quand l'Union européenne a décidé d'installer ce qu'on appelle la Commission européenne. Même d'ailleurs, quand on vous a demandé votre avis sur le traité, vous avez dit non, et puis 2 ans après, on a utilisé un principe constitutionnel qui consiste à faire une consultation du peuple. Mais je vous rappelle, la consultation du peuple, c'est pas uniquement que le référendum, c'est aussi la consultation du Parlement, c'est-à-dire de vos représentants. Sauf qu'on connaît maintenant la valeur majoritaire de la représentation nationale, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et Macron, c'est pas Macron, c'est Sarkozy, pardon, et Sarkozy a réussi à faire voter le traité de Lisbonne par votre représentation. Donc, à la limite, c'est pas tellement Sarkozy qui est le traître dans l'histoire, c'est la représentation nationale. C'est la représentation nationale qui a voté le traité de Lisbonne, à contrarie de ce que vous, Français, avez dit non au référendum sur le traité européen. Ou encore, évidemment, on a joué de subtilité, on dit oui, mais les Français ont donné leur avis sur le traité européen. Ça, c'est pas le traité européen, c'est le traité de Lisbonne. Oui, sauf que le traité de Lisbonne, vous avez changé 2 points et 3 virgules. Sinon, le contenu est quasiment le même. Hein, c'est... Ça aussi, hein, souvent quand c'est ressorti dans des débats, c'est un petit peu de mal à digérer. Parce que c'est encore la démonstration que la démocratie ne fonctionne plus, que la République est morte. Hein, donc, vous savez, moi je suis un partisan de tout remettre sur la table. Hein, c'est-à-dire, je sais pas, coup d'État, révolution, mais ne faites pas une 6ème République comme veut faire Mélenchon. Non, il faut recréer, il faut réinventer la République. C'est-à-dire qu'on garde évidemment le pilier même de la République, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est en préambule de la Constitution, mais alors le contenu de la Constitution, on reprend tout ligne par ligne, article par article, on voit ce qu'il faut être modifié, on voit et on reconstruit, on repense la Constitution de la République, quitte à changer des institutions, trucs comme ça. Par exemple, moi, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo où moi je proposais que le Sénat, les sénateurs, soient élus par le peuple, et non pas par les élus. Et que je dirais même qu'à mon sens, il y a quelque chose qui fonctionne plutôt bien aux États-Unis, qui remplacerait, je dirais, ce qui avait existé avec le septennat et les législatives à mi-mandat, enfin c'était pas mi-mandat parce que je pense que c'était législatif, c'était à partir de 5 ans, c'est de faire un renouvellement, alors pas un renouvellement complet d'une des 2 chambres, mais au moins un renouvellement d'un tiers.
C'est ce qu'il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, le fameux vote de mi-mandat qui va avoir lieu au mois de novembre 2022, c'est ce qu'on appelle le midterm. Le midterm qui va permettre de renouveler un tiers, je crois, des places ou des positions au niveau du Sénat. Et de par ce procédé, ça peut faire basculer la majorité. Alors évidemment, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais dans cette situation-là, on va revenir à une situation où finalement le pays va devenir un général, puisque tout ce qui passera à l'Assemblée nationale, au Sénat sera refusé. Oui, mais on peut remodeler, on peut réaffirmer, on peut réinventer un système pour définir une sorte de processus, et quitte peut-être utiliser le Conseil constitutionnel comme aux États-Unis on a ce qu'on appelle la Cour suprême, c'est à un moment donné de statuer en disant ok, pas ok, etc. Mais vous savez, de toute façon, il n'y aura jamais un système parfait. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent, oui, la démocratie c'est ce qu'il y a de mieux, parce que on n'a pas mieux, mais dans le sens qu'on reconnaît qu'elle n'est pas parfaite, mais qu'au moins elle a le mérite d'offrir des possibilités de structure, des possibilités de système, de fonctionnement, de rouage, qui sont peut-être les plus équilibrés, au détriment d'autres régimes. Sauf quand il faut à un moment donné des leviers. Alors, en règle générale, quand on crée des systèmes démocratiques, en règle générale, on pense justement à ces leviers. Sauf qu'avec le temps, petit à petit, des changements de gouvernement, des changements de mentalité, de mœurs, de situation, de contexte, fait que va y avoir une légitimité à un moment donné d'abroger ces leviers, d'abroger ces systèmes, etc. Et puis au final, vous vous retrouvez, vous, le peuple, en slip, c'est-à-dire que vous n'avez plus aucun outil, si ce n'est le vote, et encore, quand le vote se déroule plus ou moins bien et quand on n'essaie pas de trouver des solutions pour essayer justement de frauder et d'en modifier le résultat, il y a un moment donné, il faut faire un constat que non, alors, attendez, stop, on arrête tout, là, faut tout remettre sur la table parce que ça ne va plus. Et je pense qu'en France, on en est là. On en est là, c'est-à-dire on en est à un point où, là où le peuple avait encore son mot à dire, et bien aujourd'hui, on lui a retiré ce mot à dire. C'était l'Assemblée nationale, c'était les députés, c'était les représentants. Sauf que le problème, c'est que le principe d'une majorité présidentielle, le principe des alliances, etc., fait que malheureusement, demain, si un président comme Macron décide de vouloir s'octroyer des pouvoirs et qu'il a l'assurance d'avoir une majorité de vote à l'Assemblée nationale, il peut le faire. Et c'est pas le Conseil constitutionnel qui l'empêchera, puisque le Conseil constitutionnel, je vous rappelle, a validé un principe qui a déterminé une différenciation de deux types de citoyens, les vaccinés et les non vaccinés. Voilà. Donc, à réfléchir. Et pour nous, on va suivre un petit peu l'évolution, mais voilà, dans l'état actuel de la situation, moi j'ai envie de vous dire, préparez-vous au pire. Autre information qui vous concerne peut-être si vous avez un compte Facebook, Instagram ou WhatsApp. Attention les amis, Facebook, plutôt devrais-je dire Meta. Meta menace de fermer Facebook, WhatsApp et Instagram en Europe. Oui, mesdames et messieurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un procès, ou tout du moins une enquête en Irlande, où se trouve le siège d'ailleurs de Facebook Europe, va imposer la règle fondamentale qui a été votée par l'Union européenne sur le fait que les données personnelles des Européens devront rester en Europe. Ce qui veut dire que Facebook, ou tout du moins Meta, ne pourra pas utiliser les données personnelles des Européens aux États-Unis. Je rappelle que quand même, la commercialisation et l'usage des données pour Facebook, c'est le nerf de la guerre. C'est son fonds de commerce. Donc voilà, Zuckerberg a fait une menace de couper Facebook, Instagram et WhatsApp. Je pense qu'il serait peut-être temps de commencer à réfléchir à peut-être aller voir ailleurs sur un autre réseau social. Alors, moi pour ma part, j'en ai un sur lequel je suis inscrit qui est Minds, mais malheureusement Minds est plutôt anglo-saxon, je crois qu'il n'y a pas de version francophone. Si vous avez des idées de réseaux sociaux qui existent avec des versions françaises, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire, histoire d'aider
nos spectateurs YouTube, pour peut-être commencer à réfléchir à changer ou à migrer sur un nouveau réseau social. Bon, évidemment, vous allez me dire, il y a VK aussi, qui est le réseau social russe, qui ressemble un petit peu dans son architecture à ce qu'était à l'époque Facebook. Sauf que le problème, c'est que VK est quand même limité en ergonomie et en possibilités, et puis en plus de ça, alors peut-être que c'est spécifique aux États-Unis, mais ici aux États-Unis, le VK, c'est un calvaire, c'est hyper long à se la charger, le taux de rafraîchissement des pages est hyper long, etc. Mais je pense que c'est parce que il y a la distance, et puis aussi le fait qu'on est aux États-Unis, donc peut-être que justement, quand on tape l'URL, il y a un certain nombre d'algorithmes qui vont faire en sorte de ne pas donner la puissance de transfert d'informations suffisante pour avoir les données d'affichage ou les données qui s'affichent rapidement sur VK. Peut-être que chez vous en France, le VK est peut-être un petit peu plus rapide, etc. N'hésitez pas à le préciser en commentaire. Alors, pour revenir à cette histoire, alors ça tombe mal parce qu'en ce moment Facebook, ou tout le moins Meta, comme on dirait, souvenez-vous, je vous ai informé dans une précédente vidéo que finalement la fameuse crypto-monnaie que Facebook voulait lancer, qui est le Diem, finalement n'aura pas lieu, puisque la société qui avait été créée en 2019 pour mettre en place, gérer le cas échéant cette crypto-monnaie pour le compte de Facebook, tout simplement été vendue. C'est-à-dire que les délais n'ont pas été respectés, trop longs, trop difficiles, trop compliqués, trop coûteux. Donc Facebook a tout simplement décidé de vendre cette société. C'est finalement, je crois, une société, une banque spécialisée dans les cryptos californienne qui s'est portée acquéreur de l'achat de Diem. Donc il n'y aura pas, pour l'instant, il n'y aura pas de crypto-monnaie Facebook. Et en même temps, comme je vous l'avais dit aussi dans une précédente vidéo, Facebook est dans le collimateur d'un certain nombre de sénateurs et de représentants, enfin surtout de sénateurs à la fois républicains et démocrates, du fait que les démocrates reprochent à Facebook de ne pas avoir interféré lors de l'élection 2016, et évidemment les républicains accusent Facebook d'avoir censuré Donald Trump pendant la campagne de 2020. Donc, même si c'est pour des divergences de raisons, de causes, ces sénateurs, je vais y arriver, républicains et démocrates, sont plus ou moins en collusion sur un principe que finalement leurs mots qu'ils reprochent à Facebook rejoignent évidemment l'idée que Facebook est peut-être devenu beaucoup trop hégémonique en tant que réseau social sur Internet, et donc influent. Et vous savez que les Américains, ils adorent, par principe ultralibéral, l'impérialisme, mais ils détestent les hégémonies et les trusts, surtout quand ils n'en ont pas le contrôle, et que ce contrôle dépend d'activités privées. Et donc, Facebook est dans le collimateur potentiellement un jour d'être soumis à une loi antitrust. D'où la raison d'ailleurs pour laquelle finalement Facebook a créé Meta. Alors Meta, soi-disant parce qu'il y a une révolution dans l'univers virtuel dans lequel Facebook voudrait se lancer, etc. Mais en réalité, c'est plus pour correspondre un petit peu à ce que déjà Google a fait il y a déjà plusieurs années en créant Alphabet. Alphabet, c'est l'entité désormais dans laquelle se trouvent englobées les différentes activités dont Google. Et donc Zuckerberg a donc créé Meta, qui est donc l'entité pyramidale dans laquelle se trouvent donc maintenant Facebook, Instagram, etc. Facebook n'est plus l'entité principale du corporatisme de Zuckerberg. Sauf que là encore, le fameux grand projet de Meta, d'univers virtuel, de réseau social en univers virtuel, patine. Patine tellement que ça s'est ressenti en bourse, parce que la bourse, elle a commencé à voir que le projet commençait un petit peu à prendre l'eau, disons-le carrément. Donc, j'ai envie de dire peut-être que nous commençons à assister au déclin qui est une
issue fatale, irréversible en règle générale à tous ces empires qui se sont construits sur Internet. Pour les plus vieux d'entre vous, souvenez-vous de MSN, souvenez-vous de Hi5, de Friendster, ou souvenez-vous encore même de MySpace, hein, qui était à l'époque pourtant des réseaux sociaux qui étaient prometteurs. Hein. Souvenez-vous de Yahoo aussi, hein. Yahoo aujourd'hui qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, puisqu'elle a été rachetée, alors que pourtant dans les années 90, fin 90, c'était Yahoo. Google n'existait pas, c'était Yahoo. C'était... Donc c'est ce cycle dans le milieu de l'informatique, ce cycle dans le milieu du web, où vous avez à un moment donné une idée géniale, une idée qui est exploitée. C'est le principe de la start-up, c'est-à-dire vous avez beaucoup de start-up qui ont mis justement en place des concepts, des principes, etc., qui ont finalement été rachetés par des grosses sociétés, etc., qui elles-mêmes les ont développés et en ont fait vraiment des outils aujourd'hui presque incontournables, on va dire. Sauf qu'il y a un moment donné où l'innovation, où les besoins que l'on crée par rapport à ces outils, eh bien, vont générer d'autres envies, vont générer d'autres satisfactions, d'autres modes de consommation. Et force est de constater que Instagram a amorcé un processus que TikTok, à un moment donné, a repris. Aujourd'hui, TikTok dépasse Instagram, et qui a fait que là où Facebook espérait s'assurer un confort, ça espérait se conforter d'un socle auprès d'un public jeune, eh bien s'est rendu compte que, au contraire, la jeunesse s'éloignait de Facebook pour aller plutôt dans des réseaux sociaux beaucoup plus accessibles, beaucoup plus simples d'usage, que sont Instagram et TikTok. Raison d'ailleurs pour laquelle Instagram, au début des années 2000, a finalement été acheté par Facebook, parce que Facebook a bien senti qu'il y avait une forme de mutation qui se faisait dans l'usage d'ailleurs des réseaux sociaux. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est une sorte de forme de révolution qui est en train de se produire en ce moment dans les réseaux sociaux, dans l'univers même de l'usage d'Internet, même si, encore une fois, aujourd'hui, soyons attentifs, parce qu'il y a certains phénomènes assez malveillants, assez dangereux qui sont en train d'émerger, d'où d'ailleurs ça fait un petit peu un des arguments contre Facebook de la part du Sénat américain, sur le fait, par le biais d'Instagram, qu'il y a un danger d'enfermer certains jeunes dans des univers, de les enfermer dans certaines illusions dangereuses qui à un moment donné vont leur faire perdre un petit peu l'essence. D'ailleurs, il existe aujourd'hui une histoire, une story, comme on l'appelle, de cette jeune américaine qui a utilisé justement ces réseaux sociaux pour faire profiter les gens de sa vie, de sa vie personnelle, de sa vie de couple, du lancement d'une van life. Hein, la van life, c'est pareil, en ce moment, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, alors que finalement, la van life s'assimile un petit peu à un phénomène hippie, sauf que le phénomène hippie, c'est très rapidement, à un moment donné, confronté à une réalité qui a fait pas mal de dégâts, on va dire, à terme. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, certains précurseurs de la van life sur les réseaux sociaux commencent à en revenir un petit peu, parce qu'ils se disent, oui, ça va un temps, c'est sympa, mais en faire une vie, surtout une vie familiale, c'est pas l'idéal. Donc, enfin, ça c'est un autre sujet. Et donc, il y a eu cet exemple de cette jeune fille qui, au bout d'un moment, eh bien, la situation a fini par déraper et s'est terminée dramatiquement. Alors, dramatiquement pour d'autres raisons, certainement, mais le problème, c'est que ça a soulevé justement le problème que cette jeune fille, finalement, nous présentait un visage, nous présentait une réalité qu'elle espérait, qu'elle pensait que c'était sa réalité, alors que, en fait, la réalité était tout autre. C'est que le monde réel, lui, parfois, vous fait un retour de bâton, parfois sévère et parfois difficile et compliqué. Je dirais même que vous avez des gens qui sont tellement enfermés justement dans cette culture de l'apparent, de cette culture du monde idéal, du rêve, etc., qu'ils se retrouvent finalement enfermés et cloîtrés dans leurs univers, si bien que lorsque la réalité les rattrape,
eh bien, ils finissent par déprimer, ils finissent par perdre le nord, ils finissent par péter des plombs, etc. Donc voilà, c'est un des dangers aujourd'hui qui commence un petit peu à émerger par rapport à ça, et surtout auprès de la jeunesse, ce qui n'est pas aidé aussi par la télé-réalité, qui elle aussi a un certain côté néfaste sur la chose, parce que les influenceuses ex-télé-réalité, qui sont, pour certaines d'entre elles, réfugiées à Dubaï, nous vendent du rêve, nous vendent de l'illusion, nous vendent de l'apparat, nous vendent du décorum, et malheureusement vous avez beaucoup de jeunes qui voudraient accéder à cette réalité virtuelle, mais en réalité, au bout d'un moment, ils finissent par péter les plombs parce que la réalité leur ramène qu'ils n'ont pas les prédispositions, ils n'ont pas la situation, ils n'ont pas les parents, ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir se lancer dans ce genre de choses, et même beaucoup se lancent sur les réseaux sociaux en créant leur propre chaîne, etc. Mais malheureusement, ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas l'originalité, ou ils n'ont pas un certain nombre d'éléments ou d'ingrédients qui fait que ils peuvent prétendre à un moment donné finir par accéder au succès. Et le succès, ça passe évidemment par le niveau de visionnage, le niveau de vue, le niveau de like, etc. À tel point que malheureusement, il y en a certains même qui, pour du like, se mettent à faire des choses complètement débiles, des choses incommensurables, des choses qui prouvent la détresse finalement de ces gens à vouloir accéder à la célébrité, jusqu'au point même parfois de se suicider. Voilà, on en arrive là, hein, malheureusement. Donc voilà pour Facebook, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important à savoir, que là les choses commencent un petit peu à trembler. Je ne vais pas revenir sur l'Ukraine parce que là aussi c'est encore une fois de plus du scénario pour essayer de faire peur, pour essayer de tester un petit peu les choses. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo avec l'actualité évidemment qui s'ensuit. Et maintenant vous comprenez pourquoi j'ai mis ce titre putaclic, il est 20h. Voici le président de la République élu, Monsieur Emmanuel Macron.